Nous sommes de retour en direct et il est l'heure de retrouver Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan, associé chez Fee Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment, nous démontrer pourquoi les marchés ont évolué à la hausse ou à la baisse. On va remarquer, c'est que dans un univers particulièrement, je dirais presque débectable, au regard de votre analyse de la performance hebdomadaire, les marchés ont cru. Oui, ils ont progressé cette semaine d'une façon très significative, hein. On est de l'ordre de 3%, 3,3% précisément pour les deux indices que nous suivons de près, c'est-à-dire l'Eurostoxx et le S&P 500. C'est une hausse significative, un rebond qui avait commencé la semaine dernière et qui a été cette fois-ci accompagné d'une façon très claire par l'euro qui a progressé de 1,3%, donc le dollar qui a baissé de 1,3% au cours de la semaine écoulée. Ok, très clair. Votre première actu, Eric, c'est le cessez-le-feu annoncé entre le cessez-le-feu très fragile annoncé entre les Américains, les Israéliens et l'Iran. Euh, Vous l'avez considéré comme étant un point positif. Oui, c'est un point positif, évidemment, c'est mieux que si c'était pire, comme dirait l'autre. C'est mieux que si ça avait continué, que si ça s'était dégradé avec, toutes les menaces qui avaient été proférées par, Donald Trump contre l'Iran. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette forme de désescalade. Après, on est très, très étonné, bien sûr, de cette acceptation, des différents points iraniens qui serait une reculade incroyable des États-Unis et un aveu d'échec, finalement, par rapport à ce projet initial qui était de faire tomber finalement le régime des Mollahs. Donc on a vraiment une situation plutôt positive, hein. On l'a évidemment considéré comme positive par rapport à la situation du début de semaine où on imaginait un embrasement complet, c'est le cas de le dire, notamment des installations pétrolières autour du Golfe arabo-persique. Donc tout ceci est plutôt positif. Après, on sait que la situation demeure extrêmement compliquée avec une crise qui va durer probablement, avec un péage du détroit d'Ormuz qui apparemment serait accepté par Monsieur Trump, ce qui est assez étonnant, et donc une incertitude surtout qui demeure extrêmement importante dans la zone, et donc un prix du pétrole qui s'est légèrement dégonflé, mais reste toujours très proche de 100 $ le baril. Ouais, exactement, hein, puisque finalement, en fait, ce qu'il faut comprendre en sous-jacent, au-delà du cessez-le-feu, c'est surtout est-ce que le détroit d'Ormuz va se réouvrir et dans quelle mesure, Bien sûr. selon quelles conditions, etc., etc. Seconde actu que vous, alors on reste toujours sur une thématique que vous nous présentez régulièrement maintenant, les difficultés que rencontre la dette privée, le private equity. Euh, alors pour l'instant, c'est cantonné au marché américain, en Europe, on voit que les grandes banques françaises, notamment, commencent à organiser des conférences sur ce sujet-là pour tenter de rassurer leurs investisseurs. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'on est face à quelque chose d'assez difficile? Alors, la défiance marque le secteur du private debt, donc de la dette privée, hein. Le private equity, c'est autre chose, c'est beaucoup plus important. Mais effectivement, dans les deux cas, on est dans des produits financiers qui sont particulièrement illiquides, hein, qui ne donnent pas de liquidité à leurs détenteurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'investisseurs demandent le remboursement donc, de leurs avoirs, ce qui n'est pas toujours possible. C'est contractuellement réglé, hein, cette histoire. Ce sont des engagements contractuels. Ce sont donc les investisseurs qui demandent plus qu'ils ne peuvent le faire. Hein, donc, c'est limité à 5% de l'encours habituellement. Et là, certaines demandes, notamment sur Carlyle, donc, qui est un fonds important, qui gère 7 milliards de dollars en prêts privés auprès des entreprises, en fonds de prêt. Donc, ce fonds très important a donné l'objet à des demandes a été l'objet de demandes de remboursement portant sur 17% du total, ce qui est très important. Donc les sociétés de gestion organisent cela comme elles le peuvent. Elles n'ont pas obligation de rembourser, hein, à nouveau c'est contractualisé, mais ça montre bien qu'il y a une défiance dans tout ce qui est crédit privé, et cela pourrait bien sûr se propager au private equity cette fois-ci, donc
aux actions non cotées. Là, on est sur des produits de dette non cotés, sur des produits d'actions non cotées, qui est beaucoup plus important puisqu'on considère qu'il y a 2 000 milliards d'encours sur le private credit et qu'il y a 5 000 milliards sur le private equity, c'est-à-dire plus de 2 fois plus. Donc c'est un vrai sujet. Ça montre que dans la sphère financière, il y a une forme de défiance, de perte de confiance. Il ne faut pas que ça se propage, évidemment, aux autres segments du marché. Ouais, exactement, hein. Effectivement, vous avez bien fait de me reprendre. Le private equity, c'est du haut de bilan. La dette privée, c'est du bas de bilan. Et effectivement, les stratégies ne sont pas tout à fait les mêmes. Ceci étant, comme vous le dites bien, hein, ça reste des vases communicants quand même. Oui, c'est vrai que dans les discussions aux inquiétudes du moment, on évoque une nouvelle crise du subprime, en quelque sorte, hein, 15 ans après. En fait, les montants sont beaucoup moins importants, hein, puisque le subprime, à l'époque, c'était 7 000 milliards, donc c'était plus de 3 fois plus le montant actuel de la dette privée. Le problème, c'est les connexions avec les autres marchés. C'est tout simplement le fait que s'il y a une défiance sur les actifs non cotés, on peut imaginer qu'elle revienne, cette défiance, et qu'elle atteigne les actifs cotés. Donc, bien sûr, le vrai sujet, c'est la défiance qui est commune, en quelque sorte, c'est le manque de confiance qui peut être commune à tous les actifs. Après, il y a des connexions entre ces différents segments de marché, notamment via les banques, hein, qui peuvent aussi être des partenaires de ces fonds non cotés, même si, à nouveau, il s'agit d'un financement direct. C'est pas un financement bancaire, c'est pas de la titrisation, c'est du financement direct des entreprises par des investisseurs via des fonds qui, bien sûr, diversifient, mais donc, à nouveau, les banques peuvent être associées à ces fonds d'investissement de différentes manières. Très clair, hein. C'est les CGPI qui organisent conférence sur conférence, les grandes banques françaises également. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai lièvre que vous avez levé, Eric. On va parler Europe maintenant et toutes les statistiques qui s'enchaînent sont dégradées, sont de très mauvais augure. Vous nous parlez des PMI. Bon, c'est un indicateur avancé, il ne reflète pas l'état véritable de la situation, mais en tout cas, la tendance n'est pas bonne. La tendance n'est pas bonne, évidemment. Elle est, bon, les différents indicateurs qui ont été publiés sont mauvais. On le voit bien sur le graphique qui est actuellement proposé. Euh, Ceci est d'autant plus grave, entre guillemets, que euh, l'économie européenne doit se redresser normalement en 2026, en tout cas, qui est anticipé par les économistes. On reste néanmoins toujours autour de 1% de croissance, donc 1% de croissance en moyenne en zone euro. C'est quand même très très peu et c'est donc très vulnérable. Je rappelle qu'on est au double aux États-Unis, 1% en Europe avec le choc pétrolier qui est en cours, hein, puisque à 100 dollars le baril, ce qui est plus ou moins le cas encore aujourd'hui, c'est toujours un choc pétrolier pour nous, Européens. C'est quelque chose que l'on estime entre 0,5 et 1% de croissance en moins pour l'Europe en rythme annuel, hein. Il faut que le pétrole reste à ce niveau-là pendant un an, hein, pour avoir un effet négatif de 0,5 à 1%. Il n'empêche, à raison de, on va dire, 0,1%, entre 0,05 et 0,1% par mois, on a déjà un début d'impact négatif qui peut faire basculer la croissance de cette poursuite autour de 1% à quelque chose qui se réduirait comme une peau de chagrin et qui nous ramènerait à la stagnation que l'on vit depuis 3 ans, depuis 2-3 ans au sein de la zone euro. Ouais, vous parlez de stagnation, mais on peut parler de stagflation maintenant pour le contexte européen. Sachant qu'on a bien sûr cette problématique de prix, de hausse de prix. Alors aujourd'hui, on a un phénomène transitoire, c'est-à-dire que qu'il faut craindre dans le choc actuel, c'est pas l'inflation, mais c'est vraiment le choc récessif, hein, c'est vraiment ça la clé. Nous ne sommes pas, jusqu'à preuve du contraire, dans un risque inflationniste majeur, on est dans un risque récessif, hein. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. En tout cas, à court terme, ça sera du risque récessif, peut-être après un risque inflationniste, mais en tout cas un risque récessif. C'est vrai en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis avec la quatrième actualité que nous avons considérée comme importante cette semaine, à savoir donc aux États-Unis une publication du PIB du quatrième trimestre qui a été en fait moins importante que ce qui était anticipé, puisqu'à 0,5 contre 0,7.
Exactement, révisé 2 fois. On partait de 1,5, je crois, on a atterri à 0,7 et puis maintenant on est mesuré à 0,4. On voit bien sur le graphique, hein, donc ce quatrième point, comment, finalement cette croissance américaine, souffre. Alors on voit qu'il a c'est erratique, hein, on avait eu aussi cette croissance négative, il y a 3 trimestres, mais globalement donc on est vraiment aux États-Unis comme en Europe, un petit peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase de ralentissement, de croissance relativement faible, même si elle est toujours là. Le vrai souci, c'est ce choc pétrolier à nouveau. C'est pour ça qu'il arrive, au mauvais moment. Bon, ça arrive jamais à un bon moment, mais là, c'est clairement un mauvais moment puisqu'il suffit de relativement peu pour nous faire basculer dans une logique, donc à nouveau de stagnation, ce qui aurait des conséquences fâcheuses, notamment pour les prévisions de bénéfices, qui restent à des niveaux stratosphériques, des 2 côtés de l'Atlantique, puisque je rappelle que la croissance anticipée par les analystes financiers pour le bénéfice par action de l'exercice 2026 est de l'ordre de 16 en Europe et de 17 aux États-Unis. Très clair. Vous parlez de stagnation, il y a un mot que vous avez du mal à dire, Eric, c'est stagflation. Je rappelle, hein, que dans cette semaine, le PCE, l'indice favori, le baromètre préféré de la Réserve fédérale américaine est ressorti à 2,8 en glissement annuel, avec des données révisées de croissance économique passées de 1,4 à 0,7 puis 0,5, le scénario stagflationniste est évident. Oui, oui, je pense que c'est d'abord, la stagnation ou le manque de croissance qui pèse le plus sur les bourses. D'une certaine manière, l'épisode 2022 avait montré que les entreprises avaient su gérer l'inflation. Elles savent beaucoup moins bien gérer, la récession. C'est vraiment ça le message. Évidemment, il y a un problème inflationniste, sous-jacent, heu, entre 2 et 3 d'inflation. Ça reste un sujet pour les banques centrales, notamment aux États-Unis. Il faut le répéter aussi, car c'est aux États-Unis, que finalement la fragilité est peut-être la plus grande. Exactement et écoutez, je vais revenir sur ce que vous avez dit au départ. Le stock 50 a pris 3,3 sur la semaine, le S&P 500 3,3 également, mais votre synthèse est négative. Elle est négative, surtout pour ces 2 éléments, macroéconomiques, hein, qui montrent que finalement, le les news sont négatives en ce qui concerne cette, croissance économique. C'est un sujet extrêmement important parce que les marchés financiers, sont très gouvernés par, les bénéfices des entreprises, bien sûr par la géopolitique, on l'a compris depuis un mois, mais aussi et surtout par les bénéfices, d'entreprises. Donc, si jamais, cette croissance économique est insuffisante, nous voilà déjà au mois d'avril, si cette croissance est insuffisante en 2026, il y aura forcément des révisions de bénéfices en baisse et le mois de mai risque d'être très, très compliqué en bourse. Claire, Eric, vous êtes analyste financier. Comment est-ce qu'on explique que d'un côté, on ait des analystes financiers qui modélisent des croissances de bénéfices, hyper importantes, mais que d'un autre côté, l'économie réelle, ralentit? Bah, entre 2, il y a un phénomène bien connu que rappelait, Antoine, Quesada, précédemment, c'est que, la bourse, c'est une machine à monter normalement. C'est-à-dire on fait tout pour que ça monte et donc, quelque part, on choisit les meilleures entreprises, celles qui font les meilleurs bénéfices, qui sont en plus en croissance. C'est le premier point. C'est-à-dire que ce qu'on cote, c'est le haut du panier. Quelle que soit la conjoncture économique générale, on va choisir les meilleures entreprises, celles qui ont la plus forte croissance. Donc c'est un élément important. Après, il y a toute la différence entre le micro et le macro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule façon de comprendre ou d'expliquer une croissance à 2 chiffres en termes de bénéfices par action, alors que, la croissance, je dirais, macroéconomique est quand même à la peine, ce sont ce qu'on appelle les gains de productivité et les gains de productivité aujourd'hui seraient générés par l'IA. La seule façon de comprendre et de justifier une croissance entre 15 et 17 entre l'Europe et les États-Unis dans un contexte économique défaillant, seraient des gains de productivité immédiats générés par l'IA, par donc ces investissements faits par les entreprises aujourd'hui, qui leur permettent, effectivement, de réduire considérablement, leurs coûts, notamment les frais de personnel, et d'augmenter leurs profits. Donc c'est bien ça, me semble-t-il, un des éléments vraiment importants pour comprendre et justifier cette, croissance bénéficiaire, c'est les gains de productivité. Mais les gains de productivité eux-mêmes ne s'expriment, que lorsque la croissance est un minimum, en fait, hein, et donc on se retrouve toujours avec ce même sujet.
de la croissance. OK, très clair. Merci Eric. C'est très clair ce que vous venez de dire et ça nous éclaire beaucoup. Résultat, par la force des choses, on reste investi en actions sur les marchés ou pas? Alors nous, en raison donc de cette bonne réaction de marché qui montre et finalement en termes techniques, il y a vraiment toujours de la «ressource» entre guillemets. Il y a une inertie un peu comme un pétrolier qui avance toujours, même si les moteurs sont arrêtés. C'est une image, je ne sais pas si on peut la prendre aujourd'hui, mais bon. On a donc une inertie de marché qui reste forte, une tendance qui reste toujours, haussière, et le marché l'a démontré par sa réactivité très favorable, très positive par rapport à ce cessez-le-feu, qui est quand même assez douteux globalement, parce que la situation reste très, très compliquée sur place. Et donc nous avons été amenés à rehausser légèrement donc notre allocation. On est passé de 70 à 85. Nous restons, légèrement sous-pondérés par rapport au maximum de 100 que nous proposons à nos clients. Donc nous avons légèrement rehaussé notre, allocation en dépit donc de cet, environnement de risque, qui demeure, toujours, élevé. Exactement, c'est toute la dichotomie que nous essayons de commenter et de comprendre actuellement. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, directeur de la recherche chez Fiodor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous éclairer sur les directions, sur la direction que prend le marché financier, le marché boursier mondial. Et écoutez, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. De notre côté, on va marquer une page de publicité et juste après, on retrouvera une interview d'Henri Malos en direct. Alors en direct, non, ça a été enregistré à 8 heures, mais en tout cas, c'est quasiment du direct depuis Beyrouth. L'idée était d'avoir l'œil de ce grand monsieur surtout depuis les frappes d'Israël, de Tsahal sur Beyrouth depuis mercredi dernier. Et il va nous expliquer quel est l'état d'esprit des Libanais actuellement et quel rôle doit jouer la France. À tout de suite.